Alors, je vais donc mettre ça sous les yeux de tout le monde. La définition de désindustrialisation, pardon. Cette définition, je pense que elle n'a pas posé beaucoup de difficultés, j'imagine, hein. Donc la désindustrialisation, on peut la mesurer alors, disons deux principaux paramètres. Je vais en évoquer rapidement là un troisième à l'oral aussi. Mais les deux principaux paramètres, les deux principaux indicateurs, c'est ce que je vous ai mis dans le cours, hein, c'est-à-dire on peut mesurer la désindustrialisation par la diminution de la part de l'emploi industriel dans l'emploi total, ou alors on peut mesurer la désindustrialisation par la diminution de la part de la valeur ajoutée industrielle dans la valeur ajoutée totale. Donc, pour le dire autrement, dans le PIB. Bon, alors, du coup, ici, le document 10, hein, pour en tout cas le graphique qui est situé, alors je prends le pointeur, le graphique qui est situé sur la gauche ici, là, on a bien un signe clair de la désindustrialisation, puisqu'on voit pardon, que la part de la valeur ajoutée industrielle dans la valeur ajoutée totale passe de 25%, un peu moins de 25% dans les années 80, à aujourd'hui on est autour de 12,5% pour la production industrielle hors construction, hein, donc hors bâtiment, construction de maisons, etc., etc. et infrastructures. Donc là, la courbe bleue ici, hein, est un des indicateurs de la désindustrialisation. Alors, le graphique qui est ici sur la droite, c'est aussi un indicateur de la désindustrialisation, mais en fait, pour le rendre plus complet, il faudrait plutôt avoir une évolution du pourcentage de l'emploi industriel dans l'emploi total, alors qu'ici, on a une évolution du niveau de l'emploi, c'est-à-dire du nombre d'emplois dans l'industrie. Bon, ça donne quand même une bonne idée aussi de la désindustrialisation, donc de plus de 5 millions de travailleurs dans l'industrie dans les années 80 à aujourd'hui à peine moins de 3 millions et demi de personnes. Bon, là, je pense que effectivement, ça va pas poser de problème. Alors, le document suivant, tiens, que j'ai pas numéroté, hein, le document suivant montrait que cette évolution, en fait, c'est une évolution qui est commune, en fait, à l'ensemble des pays développés à économie de marché, l'Union européenne, l'Allemagne, les États-Unis. Alors, les États-Unis, ici, on a précisé l'indicateur en prenant seulement en compte l'industrie manufacturière, hein, c'est-à-dire en enlevant notamment la production énergétique ou la construction. Mais la tendance finalement reste la même, hein. On est sur une diminution progressive mais constante, hein, de la part de l'emploi industriel dans l'emploi total. Voilà. Donc là, pas de problème pour le constat, et c'est vrai que là, normalement je pense qu'il n'y a pas de grande difficulté pour le constat et pour la définition de désindustrialisation. Ensuite, ce qui est peut-être un peu plus délicat, c'est de comprendre les causes de la désindustrialisation et d'essayer d'en comprendre quelles sont les conséquences potentielles, hein, quelles peuvent être les conséquences de la désindustrialisation. Donc la suite du cours et la suite des documents s'interrogent sur les causes d'une part et les conséquences d'autre part de la désindustrialisation. Sachant que donc dans la séance de jeudi, on aura une approche un peu plus critique de la notion de désindustrialisation et de ses conséquences. Alors, sur les causes de la désindustrialisation, je pourrais presque essayer de vous laisser la parole, là, ça serait peut-être un peu plus dynamique, sur ce qui provoque la désindustrialisation. Est-ce qu'il y a des questions? Qu'est-ce que vous avez pu comprendre de ce qui cause la désindustrialisation d'après le cours? Je peux essayer de vous laisser un petit peu la parole quand même, malgré tout, comme ça me permettra de souffler. Il y a plusieurs explications possibles. Est-ce que vous pouvez m'en taper au moins une ou quelqu'un qui prend la parole et qui essaie de me donner une réponse? Alors, euh, pardon, Anaïs, oui, tu demandes la parole, donc je vais te laisser la parole.
Ah, pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit problème de micro. Alors, je vais répondre aux questions, aux remarques sur le chat. Alors, Anaïs, comme tu avais demandé la parole, je vais te laisser la parole également. Je laisse la parole à Anaïs pour le moment. À la fin des années 70, on constate une baisse de gain de productivité dans les PDEM. Et du coup, il y a des nouveaux émergents qui produisent beaucoup plus et avec des coûts beaucoup plus bas. Du coup, ils sont plus compétitifs que les pays développés. Alors, oui, très bien. Donc là, tu rejoins la remarque que Estelle fait dans le chat. Donc, un des éléments d'explication, ça peut être la concurrence qui augmente à l'échelle internationale de la part de pays qui ont des stratégies industrielles et qui bénéficient de certains avantages, notamment de coûts du travail qui sont moins importants. Et face à cette concurrence internationale, deux possibilités pour les industries des pays développés. Euh, Soit tout faire pour réduire ses coûts, pour essayer de suivre la concurrence. Mais dans ce cas-là, ça va vouloir dire baisser ses prix ou baisser l'emploi, et donc ça va mener quand même d'une certaine manière à la désindustrialisation. Soit c'est carrément fermer les industries ou délocaliser, et là encore, on aurait comme conséquence la désindustrialisation. Donc oui, cette pression internationale, elle a pu euh, elle a pu engendrer une certaine désindustrialisation dans les pays développés. Très bien. Alors, modification des structures d'offres et de demande, Tiffany, ça c'est effectivement juste. On va essayer de le redévelopper un petit peu parce que ça peut être un peu délicat. Euh, et pour la remarque d'Oliver, disons que la tertiarisation, c'est pas vraiment une cause de la désindustrialisation, ça va plutôt être un phénomène parallèle, voire plutôt même une conséquence quelque part de la désindustrialisation. Mais plutôt que parler de causes et de conséquences pour la tertiarisation, c'est plutôt un phénomène parallèle. À mesure que les économies se désindustrialisent dans les pays développés, elles ont tendance à se tertiariser. Alors, donc, premier élément d'explication, qui n'est pas forcément le plus convaincant, mais que je retiens, c'est la concurrence internationale. Deuxième élément d'explication apporté la partie Fanny, modification des structures d'offres et de demande. Bon, là, j'espère que vous avez bien compris parce que c'est une partie assez difficile quand même du cours et ça correspond au document qui est sous vos yeux là, le document 12 de William Baumol. Euh, et ça correspond aussi, alors, ça doit être le document suivant. Ah, pas tout à fait. Voilà, ça correspond aussi au document 15 sur ce qu'on appelle le déversement sectoriel. Bon. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Pardon, là c'est pas mon téléphone qui sonne. Attendez, je vais couper ça. Voilà, excusez-moi. Donc, modification des structures d'offres et de demande. Dans l'industrie, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu des gains de productivité très élevés, notamment pendant les 30 glorieuses. Et ces gains de productivité ont notamment permis aux industries d'être plus productives tout en employant moins de main-d'œuvre. Et donc, d'une certaine manière, pour le dire le plus simplement possible, il y a eu un surplus de main-d'œuvre disponible dans le secteur de l'industrie, et cette main-d'œuvre disponible, elle a été s'employer, elle a essayé de trouver un emploi dans des secteurs dans lesquels il y avait des emplois disponibles, et c'était plutôt le secteur des services. Donc, la modification au niveau de la structure de l'offre, c'est que comme j'ai des forts gains de productivité dans l'industrie, très rapides pendant les 30 glorieuses, cette industrie permet de créer de la valeur en utilisant moins de travail, moins d'employés, et donc il y a un surplus d'emplois dans l'industrie disponible qui va trouver à s'employer ailleurs, notamment dans les services. Donc c'est un peu le sens de la flèche ici que vous avez là, hein, c'est qu'on va passer du secteur secondaire au secteur tertiaire,
Alors ici, c'est une schématisation du raisonnement de Sauvy, puisque cette idée de déversement sectoriel, l'emploi qui se déverse du secondaire vers le tertiaire, hein, le mot déversement sectoriel, c'est vraiment associé à Alfred Sauvy. Pourquoi difficile? Parce que d'après Alfred Sauvy, passer d'un poste d'ouvrier sur une chaîne de production à un poste d'employé dans les services, restauration ou autre type de service, c'est une requalification, c'est un changement d'emploi qui n'est qui n'est pas évident parce que c'est pas les mêmes qualifications, c'est pas les mêmes savoir-faire, c'est pas les mêmes techniques. Alors que d'après lui, hein, le déversement qui avait eu lieu avant, qui allait du primaire vers le secondaire, au moment où l'agriculture devenait très productive et que les emplois allaient vers l'industrie, d'après lui, ce déversement était plus facile parce que entre ouvriers agricoles et ouvriers à l'usine, finalement, il y avait pas mal de points communs. Bon, donc ça veut dire, j'ai un secteur industriel très productif et qui fait des forts gains de productivité. J'ai un emploi, euh, un espèce de surplus d'emploi donc qui se crée dans l'industrie, qui va se déverser vers le secteur tertiaire. Là, ça conduit à de la désindustrialisation et aussi à de la tertiarisation. Ça, c'est la modification de la structure de l'offre. Et dans le même temps, modification de la structure de la demande. Ça, c'est Baumol qui en parle aussi. Donc, je reviens au document sur Baumol, qui est le document 12. C'est Baumol qui en parle aussi, c'est-à-dire que les gains de productivité dans l'économie en général ont tendance à augmenter le niveau de vie et les salaires, hein. Vous savez, rappelez-vous, dans la théorie microéconomique standard, les salaires sont normalement le reflet de la productivité des travailleurs. Donc quand il y a une productivité moyenne qui s'élève dans une société, normalement les salaires ont tendance à s'élever. Euh, alors d'après Baumol, le problème c'est que les salaires s'élèvent de manière générale et non pas secteur par secteur. C'est-à-dire que le secteur des services va bénéficier de l'augmentation des salaires liée au gain de productivité de l'industrie. J'espère que je me fais comprendre, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière aussi simple que ça dans l'économie, et lorsqu'il y a des gains de productivité un peu généraux dans l'économie, tous les salaires ont tendance à augmenter. Pardon. Alors, les niveaux de vie qui s'élèvent, les revenus qui s'élèvent dans une économie, pour William Baumol, ça va modifier la structure de la demande. Et ça, c'est lié aussi à ce que vous avez vu en microéconomie. C'est lié aux élasticités pardon, prix, hein, et surtout ici, pour le coup, plutôt aux élasticités revenus. Quand votre revenu augmente, la structure de votre demande se modifie. Et Baumol explique que quand nos revenus augmentent, on a tendance à consommer un peu moins de biens nécessaires et de biens industriels, et un peu plus de biens non nécessaires, on pourrait dire, et qui sont donc dans ce cas-là plutôt dans le domaine des services, comme la santé, comme les loisirs, comme la culture, etc., etc. Donc là, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que la demande de services va être plus dynamique que la demande dans l'industrie. Que vont faire du coup les entreprises? Elles vont plutôt s'orienter vers la production de services que vers la production de biens industriels. Et donc cette modification de la demande peut aussi avoir engendré de la désindustrialisation. Bon, alors, j'espère que tout ça est assez clair. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, première cause, enfin, que vous avez donnée, hein. Après, on essaiera de les hiérarchiser autrement. Mais la concurrence internationale, ok. La modification de l'offre et de la demande en raison des gains de productivité, c'est une deuxième chose, effectivement. Alors, il y a une troisième chose qui est indiquée dans le cours, c'est qu'il y a aussi un effet qu'on pourrait appeler comptable. Alors, c'est plutôt indiqué dans le cours de jeudi, mais j'anticipe un peu sur le cours de jeudi. Euh, je regarde, hein, dans le cours d'aujourd'hui, c'était peut-être pas indiqué tel quel. Mais je vais quand même en dire un mot rapidement à l'oral et on reviendra dessus jeudi. Alors, concurrence, des modifications des structures. Ok, alors j'aborde quand même une troisième raison, hein, que j'ai pas notée ici dans le cours et qui est dans le cours de jeudi. C'est que cette désindustrialisation, elle peut aussi être simplement
ce qu'on appelle comptable, où elle résulte d'un effet statistique. Bon, vous pouvez le noter maintenant, mais sinon, encore une fois, ce sera bien expliqué jeudi dans le cours, hein, tel qu'il est appelé. C'est-à-dire que, rappelez-vous, à partir des années 70 et surtout 1980, les, les grandes entreprises en particulier vont avoir tendance à avoir des stratégies d'externalisation. Vous vous rappelez de ça? C'est-à-dire qu'elles vont faire sortir de leur propre entreprise, hein, de leur propre organisation, tout un tas d'activités qui ne sont pas leur cœur de métier. Or, toutes ces activités qui vont être externalisées, ce sont principalement des activités de service. C'est du secrétariat téléphonique, c'est de la restauration, c'est du nettoyage, c'est du conseil financier, c'est du conseil en stratégie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ces emplois qui avant étaient comptés souvent dans la grande entreprise, donc qui est industrielle, comme emploi industriel, ils vont être désormais comptés dans des cabinets de conseil, dans des sociétés de nettoyage, dans des sociétés de restauration d'entreprise. Ils vont être comptabilisés comme des emplois de service. Donc il y a aussi un effet comptable, statistique, qui explique la désindustrialisation dans les pays développés. Voilà. Et encore une fois, ce sera noté dans le cours de jeudi. Cette cause-là, elle sera abordée dans le cours de jeudi aussi. Donc voilà, ce sont les principales causes, hein, de la désindustrialisation: concurrence internationale, modification des structures de l'offre et de la demande, et, et aussi malgré tout effet comptable, hein, sur lequel je reviendrai encore un petit peu jeudi. Maintenant, ce qu'il fallait aussi voir, c'est quelles sont les conséquences de cette désindustrialisation. Je vais revenir, sur les documents. Alors, les conséquences de la désindustrialisation, alors je vous montre d'abord comment ça se passe dans le cours, serait donc l'avènement d'un nouveau type de société, qui ne serait plus une société industrielle, mais une société post-industrielle. Et dans cette société post-industrielle, les préoccupations des sociétés et des systèmes productifs seraient moins les biens industriels, donc les biens matériels, mais plutôt la connaissance, les services pour la production de biens et de services, pour la production économique. Et puis, en termes d'organisation sociale et de valeurs sociales, eh bien, les valeurs qui étaient issues de la société industrielle seraient mises à mal. Et ces valeurs de la société industrielle, c'était l'amour entre guillemets du travail ou la fierté au travail, c'est le respect de l'autorité, c'est l'organisation stricte dans le monde du travail, mais aussi dans le monde de la famille. Et tout ça serait remis en question avec la fin de la société industrielle. Alors, ces analyses plus sociologiques, ensuite, on va les développer dans toutes les autres parties du cours. Donc, je ne vais pas tellement les développer maintenant. Je vous ai quand même mis la référence à Daniel Bell. Par contre, en termes économiques, on va plutôt ici évoquer les enjeux économiques. Euh, En termes économiques, quelles seraient les conséquences de la désindustrialisation? Les deux conséquences qui sont à craindre, ou en tout cas que la plupart des économistes craignent et qui seraient dues à la désindustrialisation, c'est d'une part le ralentissement des gains de productivité et d'autre part le ralentissement de l'innovation. Donc dans ces économies post-industrielles, il y aurait des problèmes qui pourraient se poser. Donc c'est plutôt le dernier paragraphe, hein, des problèmes de diminution des gains de productivité ou des problèmes, mais qui sont en fait parallèles, hein, de moindre innovation. Pourquoi? Enfin, pour quelles raisons, hein? Parce que, comme on l'a dit depuis le début du cours, l'industrie produit davantage historiquement de gains de productivité que les services. Donc les gains de productivité sont plus rapides dans l'industrie que dans les services. Alors j'ai pas noté ce chiffre, donc je vous le donne rapidement à l'oral là, pour compléter un peu ce qui est écrit dans le cours. Mais par exemple, les gains de productivité dans l'industrie en France entre les années 80 et les années 2000 étaient d'environ 3% par an, hein, 3,5% par an, alors que dans le secteur des services, les gains de productivité entre les années 80 et les années 2000 étaient plutôt de l'ordre de 1,2% par an.
Donc effectivement, on a bien des gains de productivité plus rapides dans l'industrie que dans les services. Du coup, si le secteur de l'industrie s'amenuise et que le secteur des services se développe, bah, globalement, l'économie euh, perd en gains de productivité. Ça, c'est une première chose. Et en ce qui concerne l'innovation, euh, on peut effectivement avoir une crainte sur la capacité à innover d'une société qui est de moins en moins industrielle, puisqu'en fait, c'est dans l'industrie que la très grande majorité des dépenses de recherche et développement sont effectuées. À peu près 85% des dépenses de recherche et développement sont faites dans l'industrie, en France par exemple. D'accord? Donc si ce secteur industriel, pareil, s'amenuise, s'il devient de moins en moins volumineux dans l'économie, eh ben, on peut craindre que, à l'échelle de l'économie nationale, l'innovation, la recherche et développement soient moins financées et donc moins dynamiques. Voilà. Je reprends quand même rapidement les documents pour voir s'il y avait d'autres éléments à apporter. Ça, on a regardé rapidement. Alors, sur Baumol, j'espère que c'était à peu près clair. Euh, alors, Baumol qui était revenu un petit peu sur cette notion de maladie des coûts. Alors, d'après lui, ce qu'on appelle maladie des coûts, hein, j'ai pas eu de question dessus, donc j'imagine que vous avez compris ce que ça signifiait. La maladie des coûts, c'est le fait que le coût du travail dans les services augmente, alors que c'est pas lié à une meilleure productivité dans les services, mais à une meilleure productivité dans l'industrie, hein. Donc, c'est cette histoire que les salaires augmentent alors que la productivité n'augmente pas spécialement dans les services. Alors, il considère quand même que malgré tout, les nouvelles technologies ont pu permettre à certains secteurs des services, certaines branches des services, de connaître des gains de productivité. Donc cette maladie des coûts n'est pas non plus complètement euh, impossible à soigner, on pourrait dire, hein, pour rester dans la métaphore médicale. Alors, ici, il y a l'idée que les deux, dans ce document 13, hein, que j'ai pas tellement commenté, il y a l'idée que euh, les deux les deux indicateurs de la désindustrialisation euh, peuvent un petit peu, comment dire, être contradictoires ou avoir des effets qui sont pas évidents à combiner. Parce qu'on le voit très bien pour les États-Unis, par exemple, l'emploi industriel a tendance à stagner. Voilà, donc là-bas, c'est en bas 100 en 1980. Bon, il y a quand même une vraie diminution de l'emploi industriel, puisque on arrive à une diminution de 25% de l'emploi industriel dans les années 2000, hein, donc stagnation et puis ensuite diminution de l'emploi industriel aux États-Unis. Et pourtant, dans le même temps, la production industrielle, elle a tendance à vraiment s'envoler. Ça, c'est grâce aux gains de productivité, bien sûr. Hein, on a un énorme progrès de la production industrielle alors qu'on a un déclin de l'emploi industriel. Bon, ben là, évidemment, ça veut dire qu'on peut ici estimer qu'il y a une désindustrialisation, mais ici que, malgré tout, la richesse créée par l'industrie continue de progresser. Alors, comme elle progresse moins vite que la production totale de richesse, il y a quand même une désindustrialisation. Mais vous voyez que le terme de désindustrialisation, il n'est pas si univoque que cela. Alors, et sur les derniers documents, donc on a déjà un petit peu regardé celui-là. Je peux éventuellement le recommander un petit peu. Alors, Daniel Bell, on reparlera un petit peu, hein, de Daniel Bell et de ses conclusions dans les autres parties du cours, qui sont plus sociologiques. Euh, c'est vrai que ce que signifie la fin de l'ère industrielle, c'est quelque chose qui est fortement débattu. Alors déjà, ce qui est débattu, c'est est-ce qu'on est vraiment dans une ère qui est post-industrielle? Bon, première question. Et deuxième question, même si on est dans une société post-industrielle, quelles en sont les manifestations et quelles en sont les implications? Et là, les sociologues, entre eux, ne sont pas forcément d'accord. Par exemple, Daniel Bell considère que dans la société post-industrielle, on a moins de préoccupations matérielles. Bon, on peut vraiment le discuter, hein, mais en tout cas, c'est ce qu'il estime lui. Et on aura plus de préoccupations immatérielles dans la connaissance, dans l'information, dans le traitement de l'information. Ce qui n'est pas faux, malgré tout. Mais d'après lui, le fait qu'il n'y ait plus de préoccupations matérielles majeures, ça devrait permettre aux conflits sociaux de s'atténuer ou de changer de forme. Jean Fourastier,
ou Alain Touraine par exemple. Alain Touraine, c'est 1969, je remontre ici la référence. Alain Touraine, lui, considère que non, c'est une société dans laquelle les conflits vont changer, certes, mais ne vont pas être moins violents que dans la société industrielle. Le gros conflit, les grands conflits de la société industrielle, c'est des conflits entre les ouvriers et leurs employeurs. Mais d'après Alain Touraine, dans la société post-industrielle, il y aura de nouveaux conflits qui ne seront plus les mêmes, mais qui vont continuer à marquer les sociétés. Voilà. Euh, bon, mais ça, c'est plutôt des éléments qu'on va développer dans les parties 2, 3, 4 du cours. Bon, je termine quand même par un examen un peu plus approfondi de ce document euh, sur le déversement sectoriel analysé par Alfred Sauvy. Puisque vous m'avez pas posé de question, mais je trouve que le document n'est pas forcément toujours très lisible, notamment ces deux cases avec hausse, ralentissement, création, destruction ici, puisqu'il y a deux éléments dans la même case. Bon, alors le déversement, c'est l'idée que quand vous avez des gains de productivité dans un secteur, il dégage un surplus d'emploi qui va se déverser dans d'autres secteurs d'activité. Donc, ça a commencé d'après Alfred Sauvy, avec le secteur primaire. C'est le secteur le plus essentiel pour les hommes, pour l'humanité, parce que c'est celui qui permet de se nourrir. Donc forcément, au début, les sociétés consacrent beaucoup d'énergie à être capables de se nourrir. Alors, une fois qu'on a un progrès technique qui arrive dans ce secteur, il se diffuse assez rapidement, puisque c'est un secteur essentiel, et il engendre des gains de productivité très élevés. Rappelez-vous ce qu'on a vu hier dans les 30 Glorieuses, les rendements agricoles, par exemple, et les productivités agricoles qui décollent très rapidement. La demande est relativement stable, c'est-à-dire que les hommes ont besoin de manger, mais au bout d'un moment, ils sont rapidement quand même satisfaits de leur alimentation. Il n'y a pas besoin de produire énormément. Ce qui fait que la demande ne peut pas augmenter indéfiniment. Comme la demande ne peut pas augmenter indéfiniment, il y a un moment où la production agricole ne peut plus non plus augmenter, et donc l'emploi va être détruit à cause des gains de productivité. Les ouvriers agricoles, facilement, ont trouvé de l'emploi ailleurs. Donc ça, c'est le fameux exode rural dont on parlait dans le chapitre sur les migrations, dans la partie migration du chapitre sur la démographie. Ces ouvriers agricoles, ils vont facilement, alors bon, c'est facile à dire justement, mais ils vont s'employer dans les industries. Alors, dans les industries, maintenant, le progrès technique, on l'a vu, il est quand même assez rapide aussi. Dès le 19e siècle, nouvelle organisation du travail, nouvelles machines, et puis, pendant les Trente Glorieuses, explosion du progrès technique et de la productivité. Gain de productivité très élevé. Rappelez-vous un peu ce qu'on avait vu, enfin ce que disait Adam Smith déjà sur les épingles. Un travailleur tout seul qui fait son épingle du début à la fin n'est pas très efficace. Par contre, si on divise le travail, on va avoir des gains de productivité considérables. Alors la demande, au début, évidemment, elle augmente. Les produits industriels sont de plus en plus présents et en plus, ils coûtent de moins en moins cher grâce aux gains de productivité. Mais au bout d'un moment, ce qu'on avait vu à la fin des Trente Glorieuses, il y a un ralentissement de la demande des biens industriels. D'accord? La demande est saturée. La demande est saturée. Donc même si on arrive à faire beaucoup de gains de productivité et même si on innove dans les produits industriels, il y a un moment où la demande va ralentir. Gain de productivité plus ralentissement de la demande, ça va provoquer le développement sectoriel. Puisqu'au début, encore une fois, le secteur va se développer, création d'emplois, mais avec le ralentissement de la demande, avec les gains de productivité, l'emploi va être détruit. Et cet emploi détruit, il va se déverser, mais plus difficilement, vers un secteur tertiaire dans lequel, d'après Sauvy, et on discutera de ça jeudi, les gains de productivité et le poids technique sont plutôt faibles. Et donc, dans ce cas-là, on peut plus facilement y créer de l'emploi. Et en plus, la demande, pour le moment en tout cas, de biens, enfin plutôt de services, pardon, la demande de services, elle est plutôt dynamique, notamment grâce à l'augmentation des revenus à l'échelle des sociétés. Voilà, j'ai repris un peu de temps sur ce document puisqu'il me paraissait quand même pas si simple à lire, donc j'espère que ça a pu, ça a pu éclairer certains points et permettre de faire un peu le bilan finalement de cette partie sur la désindustrialisation qui finalement se lie ici, hein, destruction dans le secteur industriel, déversement difficile ou vers le secteur tertiaire.